Anne, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Si jamais tu veux bien envoyer un petit WhatsApp sur le groupe pour dire que le staff commence. Oui. C'est super gentil, merci. Tu te trompes pas avec la Voilà. Logiquement, la restriction sont V qui va refaire des frites sans révélaire. Tu vois, Le gars qui va paraître, il vient de montrer. normalement elle se voit, mais il y a un gros temps de latence. Je sais pas pourquoi la connexion n'est pas terrible. Avec tes Donc, on n'utilise pas trop la Bah, je tente, on sait jamais. Sauf s'il y a un truc Ou d'avant, on précis à se limiter, dit. mais tu auras à chaque fois 3-4 Tu vas secondes avant de commencer. Tu vas avoir tes frites, mais ça va être dans le bazar au four. Ouais. Elles vont être cuites à 10h du matin. Bien croustillante. Bon, l'enregistrement a commencé. Ah merde. Les frites seront bien croustillantes. Et voilà, c'est Marie qui est en stage avec nous depuis maintenant 6 semaines déjà, c'est ta dernière semaine, qui va nous parler d'un sujet qu'elle a choisi avec Anne et dont elle a eu un cas qui est la calcémie. Elle a eu l'occasion de se rendre compte qu'elle ne connaissait rien en calcémie. C'est triste, mais oui. Et voilà, et elle a probablement eu l'occasion de se rendre compte qu'autour d'elle, on ne connaissait pas beaucoup mieux, donc elle s'est dit que faire un stage sur la calcémie était une bonne idée. Marie, on t'écoute. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la calcémie. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un rappel physiologique du calcium, comment interpréter une calcémie sur une biologie, aussi un rappel sur les mécanismes de régulation de l'homéostasie phosphocalcique. Après, on va voir l'hypocalcémie, comment on la définit, quels sont les symptômes, les étiologies à rechercher, pour finir avec la démarche clinique et les traitements. Pour l'hypercalcémie, on va faire de même, et on va finir par une conclusion. Alors, un rappel physiologique. Donc, le calcium, c'est le cation le plus important de l'organisme. Il a un rôle dans la constitution de l'os, mais également dans l'hémostase, par exemple la cascade de la coagulation, l'excitabilité neuromusculaire et l'activité cellulaire. Et enfin, c'est quand même le messager de plusieurs hormones, donc il est important dans tout ce qui est signalisation intracellulaire. Alors, comment interpréter une calcémie sur une biologie? Généralement, le calcium qu'on dose au laboratoire correspond au calcium total qui regroupe de calcium, à savoir le calcium ionisé libre qui en fait correspond au calcium actif de notre organisme et qui représente 50% du calcium total. On a aussi 10% de calcium complexé aux anions et les 40 autres pourcents sont des calciums liés aux protéines, principalement l'albumine. Il faut distinguer le calcium total du calcium ionisé. Donc, les valeurs du calcium total oscillent entre 8,8 et 10,4 mg par décilitre ou 2,15 à 2,150 millimoles par litre. Il varie en fonction du taux d'albumine, comme on a vu, mais également aussi de l'hémoconcentration. Il existe justement en bas une formule qui prend en compte l'albumine afin justement d'enlever cette variable qu'on appelle la calcémie corrigée. Donc la calcémie corrigée, c'est la calcémie mesurée plus 4 moins l'albuminie. À côté de ça, on a le calcium ionisé qui reste quand même l'étalon tout simplement parce que ça représente vraiment le calcium actif de notre organisme. Lui, ses valeurs sont entre 4,4 et 4,8 mg par décilitre. Il n'est pas toujours dosé tout simplement parce que c'est un coût et les conditions de conservation sont beaucoup plus complexes. Il dépend lui du pH et de la phosphatémie. Par exemple, une acidose a tendance à augmenter le calcium ionisé tandis qu'une hypophosphatémie va diminuer le calcium ionisé. Ainsi, on définit une hypocalcémie comme étant un calcium total inférieur à 8,8 mg par décilitre ou 2,15 mmol par litre, et si on se base sur le calcium ionisé, inférieur à 4,4 mg par décilitre. Tandis que l'hypercalcémie, c'est lorsque le calcium total est supérieur à 10,4 mg par décilitre ou 2,50 mmol par litre, et si on se base sur le calcium ionisé, c'est supérieur à 4,8. Quand on interprète un taux de calcium total, il faut toujours se référer à l'albumine. Tout simplement, par exemple, si on a une hyperalbuminémie, par exemple sur une déshydratation sévère ou un myélome multiple avec paraprotéine, le patient peut avoir un taux de calcium total élevé, mais le taux de calcium ionisé sera normal. Et donc, ce n'est pas une vraie hypercalcémie, mais on parle plutôt de pseudo-hypercalcémie. Dans ce cas-là, le patient n'aura pas de symptômes d'hypercalcémie. Et donc, c'est toujours préférable au final de se baser sur la calcémie corrigée, ou alors le calcium ionisé qui est vraiment le reflet de notre calcium actif. Alors, un rappel sur les mécanismes de régulation de l'homéostasie phosphocalcique. Ça dépend de 4 organes et 4 hormones, à savoir l'os, l'intestin, la parathyroïde, le rein. Les 4 hormones sont la PTH, le calcitriol, soit la forme active de la vitamine D, le facteur de croissance des fibroblastes 23 et les stéroïdes sexuels.
Ici, donc, c'est un petit résumé de chaque hormone. Donc, la PTH, de manière générale, a tendance à augmenter la calcémie et à diminuer la phosphorémie, tout simplement parce qu'au niveau de l'os, elle va augmenter la résorption osseuse et donc le calcium va se retrouver dans le sang. Au niveau du rein, ça va augmenter la réabsorption du calcium, mais ça va augmenter l'expression du phosphore. Et en plus de ça, ça stimule la production de la vitamine D qui, elle, au niveau de l'intestin, va absorber tout le calcium issu de notre alimentation. Donc le calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D, donc comme je vous l'ai dit, augmente la calcémie et le phosphore, tout simplement parce qu'au niveau de l'intestin, ça réabsorbe le calcium et le phosphore. Le FG23, lui, c'est l'opposé de la PTH. Il diminue la phosphorémie et la calcémie, tout simplement parce qu'il diminue la production de la vitamine D, et donc par conséquent, moins de calcium et de phosphore réabsorbés au niveau de l'intestin. Tandis que les stéroïdes sexuels, eux, ont tendance à diminuer la calcémie, parce qu'au niveau de l'os, ils vont stimuler la formation osseuse, et donc le calcium issu de notre sang va être utilisé pour former de l'os. Passons à l'hypocalcémie, donc comment on l'a définie, quels sont les symptômes, à quoi penser devant l'hypocalcémie, quelle est la démarche clinique et enfin le traitement. Alors donc l'hypocalcémie, comme je vous l'ai dit, c'est un calcium total inférieur à 8,8 mg par décilitre ou 2,15 mmol par litre. Si on se base sur le calcium ionisé, c'est inférieur à 4,4 mg par décilitre. Les symptômes, ils sont très variables, il y a un large éventail de symptômes. Ça peut aller du patient asymptomatique si l'hypocalcémie est légère ou chronique, ou à des symptômes qui peuvent engager le pronostic vital si c'est sévère ou aigu. Ici, j'ai repris un tableau qui reprend les symptômes, mais on va voir ça plus en détail. Donc là, ces symptômes en fonction qu'on est en phase aiguë ou en phase chronique. Donc les symptômes en phase aiguë, ça peut être des signes d'une atteinte neuromusculaire qui peuvent être légers, sévères. Par exemple, si c'est léger, un engourdissement périoral, une paresthésie des mains et des pieds ou des crampes musculaires. Si c'est sévère, le patient va se plaindre de spasmes capopédales, voire un laryngospasme, et dans vraiment des cas sévères, des convulsions focales ou généralisées. Un signe qu'on peut retrouver, c'est le signe de Trousseau qui est en haut à gauche, ou le signe de Chopsteck à droite. On a des signes bien sûr cardiovasculaires, l'allongement du QT qui est un signe sévère. L'œdème papillaire, c'est vraiment dans des cas vraiment très sévères, et à côté de ça, on a des signes aspécifiques tels que la fatigue, l'anxiété ou la dépression chez les patients hypocalcémiques. En phase chronique, on aura des modifications ectodermiques ou dentaires, une cataracte, calcification des ganglions de la base ou des troubles extrapyramidaux tels que la démence. Pour l'étiologie, là encore, la liste est longue. Si on doit résumer un peu ça, il y a 4 groupes. Il y a les causes où l'hypocalcémie est à PTH élevé. Donc l'idée, c'est que le calcium est bas et la glande parathyroïde va sécréter beaucoup de PTH, mais malgré ça, le taux de calcium reste bas. On a un deuxième groupe qui est l'hypocalcémie à PTH non élevé, les médicaments et l'hypomagnésémie. Si on s'intéresse à l'hypocalcémie à PTH élevé, il faut penser à la carence ou à la résistance en vitamine D, ce qui est logique vu que la vitamine D est importante pour la réabsorption du calcium et du phosphore au niveau de l'intestin. L'insuffisance rénale chronique peut aussi être une cause d'hypocalcémie, tout simplement parce que c'est au niveau du rein que la vitamine D est activée, entre autres. Et puis, on a la pseudo-hypoparathyroïdie. Donc l'idée, c'est que la glande parathyroïde sécrète bien la PTH, mais les organes à distance, tels que l'os et le rein, ne vont pas répondre à cette PTH, et donc au final, la calcémie restera basse. On a l'hypocalcémie à PTH non élevé, donc là, la PTH n'est pas assez produite pour différentes raisons. Par exemple, on a une destruction des glandes parathyroïdes suite à une chirurgie ou à une maladie auto-immune, ou alors on a un développement anormal des glandes parathyroïdes. Il faut toujours vérifier les médicaments du patient. Par exemple, le patient peut avoir des inhibiteurs de la résorption osseuse, tels que le biphosphonate ou la calcitonin ou le denosumab. Et toujours attention aussi aux chélateurs de calcium qu'on retrouve dans les tubes en biologie, tels que le citrate. Et le quatrième groupe, c'est l'hypomagnésémie, qui, elle, va provoquer une hypocalcémie, tout simplement parce qu'elle entraîne une diminution de la production de la PTH, qui, comme je vous le rappelle, a tendance à augmenter le calcium dans notre organisme. De tout ça, ce qu'il faut retenir, les 3 causes les plus courantes chez un patient qui a une hypocalcémie, c'est hypoparathyroïdie post-chirurgicale, hypoparathyroïdie auto-immune et la carence en vitamine D.
Donc comment faire face à un patient qui a une hypocalcémie? Donc la première étape, c'est confirmer l'hypocalcémie. En effet, comme je vous ai dit, ça dépend de l'albumine. Donc pour ça, il faut soit se référer au calcium total sérexé, l'albumine est normale. Si ce n'est pas le cas, on dose le calcium ionisé. Bien sûr, le calcium ionisé n'est pas toujours dosé dans tous les labos, donc on peut toujours utiliser la formule la calcémie corrigée. Toujours intéressant de se baser sur les valeurs précédentes pour vérifier l'évolution. Une fois qu'on a confirmé l'hypocalcémie, il faut déterminer l'étiologie. Avant de se précipiter sur la bio, on peut être clinique et regarder un peu qu'est-ce qu'il en est du patient. Si par exemple le patient a des antécédents familiaux d'hypocalcémie, on va plus penser à une cause génétique, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. On peut penser par exemple à l'hypocalcémie familiale chronique. Si le patient a des antécédents chirurgicaux où on voit une cicatrice, on peut se poser la question s'il n'a pas une hypoparathyroïdie post-chirurgicale. Et si le patient a d'autres symptômes polyglandulaires, a une hypoparathyroïdie auto-immune, en sachant que les maladies auto-immunes, elles sont souvent associées. Et toujours bien vérifier la liste des médicaments du patient, qui peut être une cause d'hypocalcémie. Si malgré tout, on n'arrive pas à trouver la cause ou on n'est pas sûr, on peut bien sûr faire des dosages. Vraiment le seul dosage qui est vraiment le super important, c'est vraiment la PTH. Ça va vraiment permettre de faire un tri dans toutes les causes d'hypocalcémie. Après, bien sûr, on peut doser le magnésium pour exclure une hypomagnésémie, vérifier la créatinine parce qu'une insuffisance rénale peut être aussi une cause d'hypocalcémie, le phosphate parce que l'hyperphosphatémie peut aussi être une cause, et toujours les métabolites de la vitamine D parce qu'un déficit en vitamine D peut être une cause également. Ici, c'est un petit algorithme qui reprend un peu ce que je vous ai dit. Donc, tout en haut, patient qui a une hypocalcémie, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on confirme l'hypocalcémie en se basant sur le calcium ionisé ou en répétant le calcium total si bien sûr l'albumine est normale. On peut toujours déjà doser la créatinine, comme j'ai dit, le phosphore, l'albumine au magnésium. Une fois qu'on a confirmé l'hypocalcémie, la première chose à faire, c'est vraiment doser la PTH. C'est vraiment ça qui va trier les causes. Si elle est basse, c'est soit une hypomagnésémie, soit une hypoparathyroïdie. Et donc, ce qui permet de faire la différence, c'est vraiment doser le magnésium. Si par contre elle est haute, là, c'est soit un déficit en vitamine D qui va être relevé par une vitamine D déficiente à la biologie, soit une insuffisance rénale. Et donc là, on aura une créatinine super élevée. Ça, c'est vraiment les points plus importants de se dire. Passons maintenant au traitement. Donc, patient qui a une hypocalcémie, donc il faut traiter la calcémie et bien sûr la cause sous-jacente. Là, j'ai plus parlé du traitement de l'hypocalcémie. Il y a deux possibilités. Soit on donne du calcium en IV, soit du calcium péros. En IV, on va le faire si les symptômes sont sévères. Donc, comme j'ai dit, spasme carpopédale ou des convulsions. Si les signes sont sévères, donc le patient, on voit le CG qu'il a un QT prolongé. Ou si le patient est asymptomatique, mais il a des valeurs tellement basses de calcium qu'on se dit, là c'est beaucoup trop sévère, et le seuil est à 7,5 mg par décilitre, ou 3 mg si on parle de calcium ionisé. D'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on donne? On va donner 1 ou 2 g de gluconate de calcium dans 50 ml de dextrose à 5%, ou alors une solution saline, et on va perfuser ça pendant 10 à 20 minutes. Attention de bien respecter ce timing pour éviter des problèmes cardiaques tels que la systolie. L'effet a une durée de 2 à 3 heures. Si malgré tout, après ces 2 à 3 heures, on voit que le patient à la biologie, il a toujours une hypocalcémie, on peut répéter ce qu'on a fait, ou alors on va donner une solution IV qui contient 1 mg par 1 ml de calcium élémentaire. Et pour avoir cette solution, on ajoute 11 gluconates de calcium, encore une fois dans de l'eau glucosée à 5% ou une solution saline. Et là, ça doit être administré à un débit de 50 ml par heure. Jusque quand on fait ça? Tout simplement lorsqu'on se dit ok, le patient peut prendre péros, la vitamine D ou le calcium. Quelques précautions, c'est toujours important de mélanger ça avec du dextrose ou de l'eau, enfin une solution saline, tout simplement parce que des solutions concentrées de calcium sont très irritantes pour les veines, et ne pas mélanger ça avec du bicarbonate ou du phosphate, parce que ça forme des sels insolubles, et donc il faut toujours avoir deux voies si on donne en plus du bicarbonate ou du phosphate. Pardon. Le calcium péros, c'est pour les autres personnes, donc c'est des patients qui ont aussi une hypocalcémie, mais à des valeurs beaucoup moins faibles, donc supérieures à 7,5 ou 3 mg par décilitre si on se base sur le calcium ionisé, ou alors le patient a une hypocalcémie chronique. Généralement, ces deux types de patients, ils sont asymptomatiques, ou alors ils sont vraiment légèrement symptomatiques. Là, on va donner 1500 ou 2 mg de calcium alimentaire, soit sous forme de carbonate de calcium ou de citrate de calcium. Bien sûr, s'il n'y a pas d'amélioration clinique, on va pas forcer et on passe en IV.
Donc là, c'est un résumé des indications en IV, Péros, voilà, comme je vous ai dit. Et ça, c'est un algorithme qui reprend aussi ce que j'ai dit. Donc, patient qui a une hypocalcémie, première chose, est-ce qu'il a des signes sévères ou des symptômes sévères? Si c'est le cas, on ne se casse pas la tête, on donne un IV. S'il n'y en a pas, on se pose la question, comment est son taux de calcium? Est-ce qu'il est vraiment bas, donc inférieur à 7,5 mg par décilitre? Si c'est le cas, c'est aussi en IV. Si ce n'est pas le cas, on se pose toujours la question, est-ce qu'il peut prendre Péros ou pas? S'il peut prendre Péros, on peut le donner, mais si ce n'est pas le cas, on donne un IV. Donc voilà, ça c'est un peu un résumé de ce tir. Donc passons maintenant à l'hypercalcémie. Donc là aussi, définition, quels sont les symptômes, l'étiologie, la démarche clinique et le traitement. Donc l'hypercalcémie, c'est lorsque le calcium total est supérieur à 10,4 mg par décilitre ou 2,50 mmol par litre. Si on se base sur le calcium ionisé, c'est quand c'est supérieur à 4,8 mg par décilitre. Les symptômes, c'est encore très large. Ça peut être des symptômes rénaux, gastro-intestinaux, musculo-squelettiques, neurologiques ou cardiovasculaires. En tout cas, le patient peut être asymptomatique si c'est léger ou chronique, mais ça peut aller jusqu'au coma si l'hypercalcémie est sévère ou aiguë, et bien sûr, il y a des variations individuelles. En plus de ça, les symptômes qu'on va avoir dépendent du taux d'hypercalcémie, mais aussi de la vitesse d'apparition de l'élévation de la concentration sérique. Donc si par exemple l'hypercalcémie est légère, le patient peut être tout à fait asymptomatique si l'hypercalcémie est chronique. Par contre, si c'est un peu plus aigu, les patients peuvent avoir des symptômes non spécifiques tels que la constipation, fatigue, dépression. Si l'hypercalcémie est modérée, là encore, si c'est chronique, ça peut être bien toléré par le patient. Si par contre c'est une augmentation aiguë, là le patient va se plaindre de polyurie, polydipsie, déshydratation, des nausées, des troubles musculaires, faiblesse. Et enfin, si l'hypercalcémie est vraiment sévère, donc supérieure à 14 mg par décilitre, là les symptômes qui sont déjà présents dans l'hypercalcémie modérée vont s'accentuer. Et en plus de ça, le patient peut être confus et ça peut aller jusqu'au coma. Quelles sont les étiologies? Là encore, la liste est longue, mais comme je vous ai dit, le calcium dépend de la parathyroïde tout en haut, de l'os, du rein et de l'intestin. Donc tout ce qui augmente la PTH, par exemple l'hyperparathyroïdie primaire sur un adéno par exemple, ou l'hypercalcémie hypocalciurique familiale ou l'intoxication au lithium. Tout ce qui augmente aussi la PTH sous l'unité de peptide, donc c'est un peptide qui a la même action que la PTH, enfin on va se mettre sur le récepteur de la PTH pour avoir la même action. C'est ce qui se passe dans tout ce qui est cancer du poumon, du sein. Tout ce qui augmente la lyse osseuse, par exemple en cas de métastase ou de myélome. Tout ce qui augmente aussi la réabsorption rénale, il faut penser aux diurétiques thiazidés. Et tout ce qui augmente la vitamine D, par exemple une intoxication à la vitamine D peut provoquer une hypercalcémie. De ceci, les deux plus fréquents à retenir, c'est vraiment dans 98% des cas, c'est les cancers, que ce soit sous forme de métastase ou syndrome paranéoplasique, myélome multiple, mais aussi l'hyperparathyroïdie primaire. Donc c'est vraiment les deux causes à quoi il faut penser face à un patient qui a une hypercalcémie. Comment faire face à un patient qui a une hypercalcémie? Donc quelle est la démarche? Première chose, comme l'hypocalcémie, il faut bien confirmer l'hypercalcémie. Et pour ça, on répète les doses de calcium total si bien sûr l'albumine est normale chez le patient. Si ce n'est pas le cas, on se base sur le calcium ionisé. C'est toujours intéressant de se baser sur les valeurs précédentes parce que ça peut nous orienter vers l'étiologie. Généralement, en effet, un patient qui a une hypercalcémie asymptomatique mais chronique sera plus tendance à être une hyperparathyroïdie. Une fois qu'on a bien confirmé l'hypercalcémie, il faut déterminer l'étiologie. Donc là encore, on a la clinique et le laboratoire, enfin la bio. Mais là, le degré d'hypercalcémie peut nous aider, tout simplement parce que l'hyperparathyroïdie primaire sera souvent associée à une hypercalcémie légère, alors que des taux très élevés d'hypercalcémie vont plus faire tendance à penser à un cancer. Les indices cliniques, on a bien sûr le régime alimentaire, toujours vérifier les médicaments chez un patient pour voir s'il ne prend pas des suppléments de calcium ou de vitamine D qui peut être la cause de l'hypercalcémie. Il faut toujours vérifier la clinique, donc patient qui a une hyperparathyroïdie primaire, c'est généralement des patients asymptomatiques avec un examen physique normal mais peut-être des antécédents familiaux. Alors que le cancer, les symptômes seront beaucoup plus élevés, tout simplement parce que les taux de calcium sont beaucoup plus élevés. Et en plus de ça, l'hypercalcémie sera souvent relativement récente. Et en plus de ça, la maladie est souvent cliniquement évidente, donc ça peut nous aider. Bien sûr, si on ne trouve pas la cause, une fois qu'on a confirmé l'hypercalcémie et qu'on s'est basé sur la clinique, on peut toujours bien sûr se baser sur la bio. La première chose à faire, c'est doser la PTH. C'est vraiment le plus important pour
se débrouiller dans toutes les causes. Si la PTH est élevée ou moyennement élevée, il y a deux causes à penser, c'est l'hyperparathyroïdie ou l'hyperparathyroïdie primaire ou l'hypercalcémie hypocalciurique familiale. Pour faire la différence, il faut doser la calciurie sur 24 heures, mais ça devient un peu plus complexe. Après, si elle est basse, là on a deux choses à doser, la vitamine D et la PTH ou related peptide, tout simplement pour exclure un cancer ou un excès de vitamine D. Ça c'est un peu un résumé. Alors quel traitement? Là encore, l'hypercalcémie, on va bien sûr traiter l'hypercalcémie, mais prendre en charge la cause sous-jacente, même si c'est pas vraiment aux urgences qu'on le fait. Le traitement dépend de l'étiologie bien sûr, mais aussi du degré d'hypercalcémie et la vitesse du taux d'augmentation de la concentration sérique. Donc si le patient est asymptomatique ou avec une hypercalcémie légère, généralement on va juste dire éviter les facteurs aggravants et proposer une hydratation adéquate, que ce soit orale ou en IV si vraiment le patient est vraiment trop déshydraté. Si l'hypercalcémie est modérée, là encore si c'est de manière chronique, pas forcément, juste éviter les facteurs aggravants et hydratation. Par contre si elle est aiguë, comme l'hypercalcémie sévère, il faut faire trois choses, une solution saline isotonique en IV, donner de la calcitonine et du biphosphonate. À propos des facteurs aggravants, quels sont-ils? Bien sûr, tous les diurétiques thiazidés, patient qui prend des suppléments de vitamine D ou des suppléments de calcium, lui dit d'arrêter. Le lithium, l'alimentation riche en calcium à modérer, et bien sûr la déplétion volémique. Et donc c'est pourquoi il faut bien hydrater le patient. Au niveau des trois choses à faire, donc la solution saline isotonique, on donne 200 à 300 ml par heure, pour ensuite maintenir un débit urinaire à 100 à 150 ml par heure. On donne de la calcitonine, 4 unités par kilo en IM ou en sous-cutané. Les deux, ça permet vraiment de réduire l'hypercalcémie dans les 12 à 48 heures. Alors que le biphosphonate, c'est un effet plus à long terme et aura un effet que efficace entre le deuxième et le quatrième jour. Donc nous, aux urgences, on ne le verra pas, mais c'est pour les tâches. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Patient qui a une hyper ou une hypocalcémie, toujours confirmée. Parce que peut-être que le patient, c'est pas une vraie hypercalcémie ou une hypocalcémie. Pour déterminer l'étiologie, il y a bien sûr la clinique et la prise de sang. Le seul marqueur qu'il faut vraiment retenir, en tout cas le premier réflexe à avoir, c'est de doser la PTH. Ça va permettre vraiment de faire un tri dans toutes les causes. Les trois causes à penser devant une hypocalcémie, c'est l'hypoparathyroïdie post-chirurgicale ou auto-immune, ou alors le déficit en vitamine D. Tandis que l'hypercalcémie, vraiment dans 90% des cas, c'est vraiment une hyperparathyroïdie ou un cancer. Comment prendre en charge un patient qui a une hypocalcémie? Il faut juste supplémenter, soit en IV, soit Péros, en fonction des indications. Et l'hypercalcémie, vraiment le premier réflexe, c'est stopper tous les facteurs aggravants et hydrater le patient. Donc voilà. Et ça, c'est la bibliographie. Voilà. Super, ok, merci beaucoup. Anne, est-ce que tu as des questions ou des commentaires par rapport à la présentation de Marie? C'est vrai que oui, au départ, c'est pas un sujet très sexy, mais finalement, c'était quand même très intéressant. Tout se cool, mais moi, j'ai appris plein de choses. Il y a une chose que je me demande, c'est si on n'a pas demandé au labo de noter systématiquement la calcémie corrigée. Est-ce qu'il ne pourrait pas, de manière systématique, comme il faut pour le comprendre, noter la calcémie corrigée? Ouais, maintenant, on ne coche pas, enfin l'albumine ne fait pas partie de notre bio usuel. Donc, je ne sais pas, ou alors ça suppose de rajouter l'albumine à notre bio usuel. Maintenant, je crois que si on a un calcium total qui est problématique dans la prise de sang, il faut faire une gazo, non? On aura un ionisé, c'est quand même plus rapide et plus précis. Ouais. Et on rajoute à ce moment-là l'albumine, quoi. Mais notre calcium non plus ne fait pas partie de toutes les bios. Est-ce qu'on le demande vraiment assez, notre calcium, sur les gens qui ont des tableaux un peu bâtards Est-ce que tu sais si ça coûte de l'argent de rajouter le calcium dans la prise de sang? Bah, j'imagine. Je pense que c'est pour ça que c'est pas dosé systématiquement. Je sais pas combien ça coûte par contre. Ok, mais écoute Marie, c'était super intéressant. On a appris plein de choses effectivement. La pratique en salle d'urgence,
On a probablement plus que ce qu'on imagine, je pense. On ne dose pas assez, pas souvent, et on passe probablement à côté de beaucoup de diagnostics un peu bâtards qui sont en fait liés à la calcémie, mais c'est intéressant de recomprendre mieux le... Vous voyez, avec un truc qui me perturbe, c'est que souvent, peut-être pas systématiquement, je pense, mais on dose la vitamine D. Même des gens qui sont supplémentés en vitamine D, raison de 800 ou 1000 unités.